Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là à 18h30, ça nous fait très plaisir, c'est le dernier slot de la journée, donc ça nous fait d'autant plus plaisir que vous soyez venus nous voir. On va vous parler de GitHub Copilot aujourd'hui, on va se poser la question est-ce que c'est plutôt efficace ou plutôt addictif. Il y a beaucoup d'autres questions qui peuvent se poser autour de GitHub Copilot, vous n'hésiterez pas à poser les questions qui vous viennent ou les remarques que vous voulez faire, on a prévu un petit temps à la fin, donc n'hésitez pas, les thèmes pourront être balayés un petit peu, mais on va vous parler surtout de qu'est-ce que ça a changé pour nous depuis qu'on l'utilise, depuis à peu près 6 mois avec Simon. Je vais commencer rapidement par me présenter. Je m'appelle Johan, je suis Head of Data chez Little Big Code et je présente ce talk avec Simon. Merci Simon. Super. Du coup, je suis data scientist et ingénieur chez Little Big Code. Et on va commencer par qu'est-ce que ce nouvel outil appelé GitHub Copilot. Donc, simplement, c'est un outil qui est bien plus qu'une autocomplétion en fait, sur un IDE respectif qu'on utilise tous les jours. C'est également un outil qui est un AI pair programmeur. On va revenir dessus par la suite de ce talk. Et enfin, ça vient de chez GitHub et ça utilise des modèles de langage, compréhension du langage assez complexes et puissants. On y revient également dans les prochaines slides. On va commencer par un premier exemple. Donc c'est l'exemple de la... Faut que tu viennes ici pour être capté. Ah, super. On va commencer par un premier exemple, l'exemple d'une fonction qui va calculer le nombre de voyelles données à partir d'un paramètre. Et en fait, l'idée du AI pair programmeur, c'est vraiment on commence à écrire une fonction, on définit le titre, et en fait, il va nous faire une première suggestion. Cette suggestion peut être cohérente ou pas, en l'occurrence, elle est ici. On n'a même pas terminé d'écrire le titre de la fonction, qui nous a déjà proposé quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'il vient vraiment nous laisser la décision sur l'action, mais l'idée, c'est qu'il va nous suggérer tout le temps du code lorsqu'on écrit quelque chose. On va vous le montrer directement en live, ce sera encore mieux que de vous le montrer à travers un screenshot. Donc on écrit la fonction et on voit ici qu'il nous le fait déjà. Alors l'idée derrière ça, c'est que si on accepte la solution, on fait juste un tab. Donc ça c'est sur JetBrains. Et voilà, on a juste utilisé du coup GitHub Copilot avec juste un tab en faisant le début du titre de sa fonction. Et tout est joli. Ça a l'air de marcher, disons, si on regarde le code, il est très très peu complexe, donc on peut suggérer que ça fonctionne. On va revenir sur les slides. Hop. Et donc, maintenant, on va discuter de comment ça fonctionne. L'idée, c'est que c'est la cohabitation du coup, de deux entreprises, OpenAI et GitHub. OpenAI, ils ont créé en fait une série de modèles NLP, donc compréhension du langage, donc GPT-1, 2, 3. Et le troisième est assez complexe. Il comprend 175 milliards de paramètres dans un réseau de neurones. Son jeu de données est doté de plus de 300 milliards de tokens. Le temps de training, donc le temps d'entraînement a pris plus de 30 jours sur un super ordinateur. Je vous laisse imaginer la complexité, et le prix était de 5 millions de dollars. Voilà, on n'a pas tous le même porte-monnaie. Mais l'idée, c'est que GitHub, ils se sont dit, on va utiliser leur modèle de compréhension du langage. Donc on donne une phrase, on comprend le sens, et on va fine-tuner le modèle avec non pas du coup du code, du texte venant de Wikipédia ou du texte venant de n'importe où sur le web, mais du code directement public sur GitHub. Et l'objectif, c'est de donner aux développeurs la possibilité de démarrer en fait un commentaire ou un titre de fonction, et non de recevoir en fait potentiellement son sens et en fait son fonctionnement directement avec un simple tab. Donc la connexion de ces deux entités donne ce nouveau service qui est GitHub Copilot qu'on te présente aujourd'hui. Maintenant, comment est-ce qu'on l'obtient? Il faut savoir que ce n'est pas aujourd'hui pour le grand public, c'est pour l'instant en bêta fermée. Donc on fait juste une demande dans une whitelist. Et on a répertorié des potentiels critères de sélection pour être candidat à la technical preview. Potentiellement, si on est contributeur GitHub, potentiellement qu'on sera plus facilement choisi pour la technical preview. Probablement c'est de l'aléatoire, qui sait, ou encore d'autres facteurs dont on ne connaît pas parce qu'il n'y a aucune communication officielle qui a été du coup déposée par GitHub. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ça peut prendre une semaine à même plusieurs mois. Et l'idée, c'est que on se dit bien que derrière, il y a très probablement des facteurs, lesquels on ne sait pas, mais on vous en a proposé quelques-uns. Et donc, maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise? Grâce à la suite, du coup, grâce à JetBrains et leur suite d'IDE, on peut l'utiliser à travers un plugin qu'ils ont développé, NeoVim et VS Code également. L'idée, c'est qu'en fait, le plugin, il tape sur une API. L'API, elle demande en fait à GitHub Copilot, à travers un code donné, des suggestions, et on reçoit. Et en tant que développeur, c'est vraiment utile parce que on tape ce qu'on veut. Il y a un call API, on ne sait pas ce qu'il fait, mais on reçoit une suggestion, et c'est assez intéressant parce que parfois, c'est vraiment surprenant. Let's go.
Je vais vous parler moi, un petit peu de ce qui nous a plu dans l'expérience de l'utilisation de GitHub Copilot. Et donc des choses qui sont plutôt qui nous donnent envie de continuer à l'utiliser. On verra ensuite peut-être d'autres éléments qui nous donnent un peu moins envie de continuer à l'utiliser. Parmi les pour, on s'est rendu compte qu'au quotidien, GitHub Copilot, ça nous faisait des suggestions assez complètes, ça nous faisait des suggestions qui nous permettaient de redécouvrir des bibliothèques, voire de découvrir des bibliothèques, de ne pas passer trop de temps à chercher des paramètres. Mais donc ici, on a pris un exemple pour tokeniser du texte, donc récupérer des éléments unitaires du texte, donc des mots, puis les transformer en nombres. Et on voulait utiliser TensorFlow Keras pour ça. Il a simplement fallu ici qu'on remplisse le commentaire, le nom de la fonction, le commentaire, et la suggestion a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Et donc, nous a aussi permis de voir, par exemple, le filter quand on a instancié notre objet tokenizer, mais également de redécouvrir ou découvrir les méthodes fit-on-text ou text-to-sequence. Et cela sans avoir fait beaucoup d'efforts, on a juste décrit un peu ce qu'on voulait faire. Ensuite, ici, l'exemple est un tout petit peu plus petit, mais je vais vous décrire rapidement ce qu'on voit et on fera une démo directement ensuite. On a la possibilité avec GitHub Copilot non seulement d'avoir une suggestion, mais aussi d'avoir plusieurs options qui sont dans un volet latéral sur l'IDE, notamment on verra sur PyCharm ce que ça donne. Et donc en fait cette fonctionnalité nous semble assez intéressante parce que comme un pair programmeur, ça va être l'occasion de réfléchir à ce qu'on voulait faire, d'essayer de trouver une option plutôt qu'une autre, d'avoir des idées qu'on n'avait pas forcément au départ dans la manière d'implémenter notre solution, ou bien même voir une option à laquelle on n'avait pas pensé et qui nous rajoute quelque chose d'un peu supplémentaire dans la fonction qu'on veut créer. Enfin, ça nous permet de gagner du temps pour finaliser le script. GitHub Copilot est centré sur le script, donc on va avoir une compréhension globale de ce qui est écrit dans tout le script. Et donc, par exemple, quand on veut finaliser, il va nous permettre de facilement nous proposer une fonction main, de facilement définir quelle partie du script va permettre d'animer les différentes fonctions qu'on a écrites ici. Ici, vous le voyez, c'est du Python. Et donc, pour ceux qui n'aimeraient pas le Python, tout le reste sera en Python. Vous pouvez partir tout de suite si jamais vous le souhaitez. Mais donc voilà, on a opté sur le Python. Il y a d'autres langages qui sont disponibles et qui sont supportés par GitHub Copilot. On va regarder un petit exemple rapidement pour voir ce que ça donne en live. Ici, par exemple, donc on a un petit peu notre tokenizer qu'on a vu tout à l'heure. Alors simplement, je vais réécrire une petite chose pour l'inciter à me faire une suggestion. Et ici, on voit qu'on a une suggestion. Alors, la suggestion est un peu différente du slide. Ça me met un autre paramètre, donc peut-être que ça me permet de me rappeler que NumWords, effectivement, c'est un paramètre qui est disponible sur mon tokenizer. Et je vais pouvoir l'accepter immédiatement. Et donc, ça me crée directement les lignes de code. Ça correspond, là, je vérifie, mais ça correspond à peu près à ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, on lui a demandé d'utiliser TensorFlow pour tokeniser du texte. Et on lui a demandé pour ça de d'abord commencer à créer un tokenizer et ensuite de faire ce qu'il a à faire. Deuxième partie, on lui demande de faire une fonction main qui va simplement récupérer un fichier sur un site gutenberg.org que l'on aime bien. Du coup, on lui a demandé ça. Et on va essayer de tokeniser le texte. On va voir ce qu'il nous propose. Et peut-être ce qu'il nous propose, c'est pas génial, il nous propose juste de passe. Bon, peut-être que c'est un peu limité en termes de suggestions, mais du coup, on a la possibilité, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'aller sur le volet latéral et d'avoir des suggestions un tout petit peu plus, complètes. On va prendre par exemple celle-là, où il me propose directement de faire un import dans la fonction. Du coup, vous ferez comme si vous n'avez pas vu cette grossièreté. Mais en tout cas, il nous propose directement la bonne bibliothèque. Il voit là, dans cette option-là qu'on ne l'a pas importé, donc il l'importe. Et ça nous permet d'avoir un exemple qui nous tokenise du texte. En résumé, pour cette partie, pour les pros, là, on a présenté 3 grandes choses qui nous semblent être intéressantes pour gagner de l'efficacité, de la rapidité en termes de développement. D'une part, ça améliore donc la rapidité parce que ça fait des suggestions qui parfois sont de plusieurs lignes, voire jusqu'à 10 lignes, voire même plus. Donc ça peut gagner du temps si la solution correspond à ce que vous cherchez. Ça permet de découvrir, de redécouvrir des bibliothèques, des paramètres. Et ça vous permet également d'avoir
une réflexion autour de différentes options, une réflexion autour de ce que vous voulez coder, et ça vous interroge un petit peu, ça vous challenge un petit peu sur ce que vous voulez faire, et peut-être que ça va vous amener à améliorer le code que vous auriez fait au départ si vous n'aviez pas eu ces suggestions de GitHub Copilot. On va voir maintenant le dark side de GitHub Copilot. Je vais laisser Simon reprendre la parole. Merci, Johan. Euh, GitHub Copilot, c'est un super outil, vous avez pu le voir, ça fait des prédictions, ça fait des suggestions, ça code pour nous. Mais il y a quand même des cons, et du coup, ces problèmes qu'on a rencontrés sont sous un premier exemple. Donc vous avez très bien pu voir la fonction qu'on a codée au tout début, celle qui calcule le nombre de voyelles. Elle n'est pas très performante en réalité en termes de mémoire, même si ce n'est pas quelque chose de très conséquent. On a deux variables qui pourraient très bien être éliminées. On a un for loop standard qui est très bien en C par exemple, même peut-être pas, mais l'idée c'est qu'en Python il y a des built-ins qui ont été optimisés en termes de compilation derrière. Et GitHub Copilot ne nous l'a pas proposé. Du coup on a fait une correction maison avec les équipes et on peut encore plus améliorer la solution, mais l'idée c'est que c'est fonctionnel mais pas toujours optimal, et ça je pense qu'il faut se le rappeler. Sur un second exemple, donc ça c'est un exemple très intéressant, on a essayé d'utiliser une bibliothèque qui va ni plus ni moins, donc c'est highlighttext, qui va prendre un texte dans un plotlib, le mettre en couleur, peut-être qu'on souhaite le faire. On souhaitait le faire, on voulait utiliser cette bibliothèque, et l'idée derrière, c'est que GitHub Copilot ne nous dit pas qu'il ne connaît potentiellement pas cette bibliothèque dans son jeu de données. Et on a essayé de l'aider avec des commentaires, mais on n'a jamais réussi à avoir en fait une potentielle solution qui marchait. À chaque fois, on avait des problèmes de compilation. Donc, on faisait vraiment confiance en fait à GitHub Copilot pendant 30 minutes. On a perdu du temps de développement. Et on va vous le montrer directement en live. Super. Donc, premièrement, on vous montre la solution qu'on souhaitait faire. Donc, c'est une bibliothèque qui fait du plotlib et qui ajoute de la couleur sur du texte. Et on va le voir ici avec une image directement. Hop. Donc on a quelques-uns de nos textes qui sont colorés en bleu, violet, etc. C'est tout joli. Cependant, avec Copilot, ça ne fonctionne pas du tout. Et on va vous le montrer tout de suite. Donc on a fait un commentaire lui demandant, à travers différentes informations, de plot et de save, en fait, de sauvegarder le plot dans un fichier. Il nous fait ce qu'il pense. Mais en fait, l'idée, c'est que si on exécute ce code, donc un petit if main, hop, très bien, Copilot nous fait le même, nous le propose. Pourquoi pas essayer. Et donc l'idée derrière, c'est qu'on voit qu'il y a déjà un problème de compilation. Et donc là, il va falloir aller faire le même cycle qu'on fait tous en tant que développeur, aller dans la documentation, chercher qu'est-ce qu'il y a. Et finalement, en fait, si on fait trop confiance à GitHub Copilot, probablement qu'il y a eu un temps perdu énorme. Si on fait ça sur une année, qu'est-ce que c'est? Donc si on revient sur les slides, on va finir sur les résumés des problèmes potentiellement rencontrés avec Copilot. Les premiers, c'est qu'on a tendance à accepter les propositions sans vérifier minutieusement qu'est-ce qu'on est en train d'accepter. Et ça, très souvent sur des bibliothèques qu'on ne connaît pas, obsolètes ou rares. Et finalement, ce n'est pas du tout efficace. En revanche, les suggestions qu'on accepte vont potentiellement marcher, comme on a pu le voir au tout début de la présentation. Par contre, est-ce que c'est optimal? Ça reste à voir. Et très probablement qu'en fait, on a fait confiance à quelque chose qui n'était pas très optimal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et enfin, le script, en fait, GitHub Copilot fonctionne de manière linéaire, c'est-à-dire que quand on développe, si on revient en fait plus haut dans son fichier, changer quelque chose, etc., Copilot, il perd totalement le concept que tu essayais d'employer en fait en développant ton script. Et l'idée derrière, c'est qu'en fait, il se perd et les prédictions elles deviennent vraiment hilarantes et on ne se retrouve plus dans ce qu'on souhaite faire. Et en fait, je ne sais pas si c'est réellement efficace derrière. Par contre, il y a un autre problème également qu'on a rencontré, c'est que comme le script, GitHub Copilot se base uniquement sur votre script et non pas sur des fonctions que vous avez développées dans d'autres parties de votre projet, quand il vous fait ces prédictions, potentiellement, il y a des fonctions qui auraient pu être utiles dans d'autres fichiers de votre projet qui ne sont pas utilisées. Vous n'allez pas les recréer. Et donc, en fait, est-ce que c'est réellement utile? Potentiellement qu'il faudrait étendre ça à un projet en entier. Merci beaucoup pour cette partie. Du coup, on va refaire une démo un petit peu plus complète, et notamment sur l'idée de coder de manière linéaire. On s'est rendu compte que potentiellement, ça nous a poussé par moment à essayer de concevoir un peu plus au départ ce qu'on allait vouloir faire, à essayer de plus commenter également. On a vu que des exemples où il y avait des commentaires, ça l'aide beaucoup à nous suggérer des choses. Et donc une fois qu'on a un petit peu construit, on a voulu vous présenter un exemple qui justement va nous permettre de dérouler le code en acceptant mécaniquement un peu les suggestions les unes à la suite des autres.
Je vais vous présenter ce qu'on cherche à faire, et ensuite on va le faire ensemble directement pour voir si ça fonctionne. Ça a fonctionné les 15 dernières fois. On n'est pas à l'abri d'un effet démo. On a évidemment un petit script qui tourne pour vous montrer quand même. Mais l'idée principale ici, c'est pas de faire quelque chose de très compliqué, c'est juste de prendre un modèle, un réseau de neurones convolutionnel qui va nous permettre de prendre une image et de la classer dans l'une des 10 classes qui correspondent au jeu de données. C'est le jeu de données CIFAR10 qui est relativement connu et très utilisé pour faire des essais, pour se former un petit peu sur de la computer vision notamment. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est charger les données. Comme c'est un jeu de données très très facile à retrouver, il suffit juste de lui dire « tu me prends CIFAR10 », tu le trouves sur le web, tu utilises TensorFlow et tu me charges tout ça. Et à partir de là, la suggestion, c'est celle qu'on a montrée ici. On va vérifier tout à l'heure si ça colle bien avec ça. La deuxième étape, c'est de créer un modèle. Donc là, on va juste créer une fonction qui nous renvoie un modèle. On va simplement lui passer comme information en entrée. On ne lui dit même pas qu'on veut un modèle convolutionnel. On ne lui précise pas l'architecture du modèle à l'intérieur. Ce qu'on veut, c'est simplement créer un modèle avec un input qui a une shape de 32 x 32. Donc, c'est des images qui font 32 pixels par 32 pixels. C'est l'information qu'on lui donne dans les commentaires. Et là, ici, dans cet exemple-là, on lui dit quand même qu'il faut que le réseau de neurones, que le modèle, nous classe notre image dans l'une des 10 catégories. Donc, on lui dit quand même qu'il y a 10 catégories. Il nous fait une suggestion complète. Et enfin, on va créer une fonction main qui va permettre d'animer tout ça. Lui, là, à ce niveau-là, on ne lui donne pas du tout d'informations. On lui dit juste, maintenant, on y va. Et lui, il y va. Et il y va, c'est-à-dire qu'il load les données, il va créer un modèle, il va compiler le modèle, il va faire un entraînement sur les données, et il va faire une évaluation, il va même nous l'enregistrer, pas dans cet exemple-là, mais j'ai bon espoir que ça vienne dans l'exemple en live. Il risque même de pouvoir nous enregistrer notre modèle dans notre dossier principal. On va essayer de voir ce que ça donne. Ok, donc on commence ici, donc c'est exactement la slide. On va regarder la première suggestion qu'il nous fait. Effectivement, c'est celle qu'on retrouve sur la slide. Là, ici, c'était assez stable comme exemple. Donc, on n'est pas trop mal. Donc maintenant, on va créer une fonction qui s'appelle getModel. Hop, pas lui passer de paramètres. On va juste lui dire, ici par exemple, create convolutional model with input shape 32 by 32. Bon espoir que ça marche, on va voir. Est-ce qu'il nous propose quelque chose? Ok, donc on va vérifier. Il nous propose un modèle, donc toujours basé sur TensorFlow. La première couche, c'est une couche qui prend bien le bon format pour nos images. Donc on a bien du 32 x 32. Ici, on n'est pas obligé de passer très, très en détail sur les différentes couches. C'est un réseau de neurones, donc les différentes couches permettent de traiter l'image. Il y en a quelques-unes, ça a l'air assez OK. On finit par une couche flatten, c'est ce qu'on s'attend à voir. Une couche dense de 64, et surtout, ce qu'on va chercher ici, c'est une couche dense avec 10 positions, parce qu'on a 10 catégories à prédire. Donc, il nous faut que notre dernière couche de réseau de neurones nous prédise la probabilité sur chacune des 10 catégories. C'est bien ce que nous propose GitHub Copilot ici. OK. Maintenant, on va définir notre fonction principale. Ici, est-ce qu'il me suggère quelque chose? Il me suggère quelque chose. Donc, il va même sauvegarder le modèle. Il va me faire un petit test. Il va faire un feed. Donc, il va faire l'entraînement. Donc, on va reprendre depuis le début. Il va récupérer les données. Il va générer un modèle. Il va le compiler. Il va faire un entraînement. Il va me calculer. Il va m'évaluer mon modèle. Et ensuite, il va le sauvegarder. Donc ici, jusque-là, tout va bien. J'ai à peu près ce que je voulais faire. On va juste rajouter cette petite partie pour pouvoir lancer le script facilement. Et on va voir. Et le nombre d'époques, bien vu, 5. On va même peut-être en mettre 2 simplement pour pas que ce soit trop long. Parce qu'après, on a hâte d'avoir vos questions. On sait qu'il y en a certaines qui vous brûlent les lèvres. OK, donc juste on voit si ça tourne. Ça tourne. Il y aura peut-être des warnings. Voilà. L'idée également, c'est que les fonctions qu'il utilise dans le main, pour être sûr que tout le monde est d'accord avec ça, c'est des fonctions qu'on a développées juste avant. Et ça, c'est assez impressionnant.
Et donc voilà, donc en tout cas le script s'est lancé, l'entraînement a démarré, donc sur une première époque, il n'y en a que 2, donc je vous propose qu'on attende tranquillement la fin de cette deuxième époque d'entraînement. Il nous renvoie l'accuracy, c'est ce qu'on attendait, et il nous a enregistré un nouveau modèle au format H5 ici. L'exemple est simple et basique, hein, on est d'accord, on avait une demi-heure, donc on n'a pas fait un hands-on de 3 heures, mais c'était pour montrer un petit peu la démarche qui peut être faite et comment on peut lancer assez rapidement finalement si on a un petit peu structuré au départ et conçu notre projet. Nice, merci Johan. On va revenir sur 2 questions en fin de presse. Est-ce qu'on a encore besoin de Stack Overflow si jamais les bonnes pratiques sont déjà disponibles dans le jeu de données de GitHub Copilot et nous les suggèrent déjà? C'est une des questions qu'on aimerait voir. Voilà, quelle est votre pensée là-dessus? La deuxième, c'est est-ce qu'on va changer notre manière de coder et développer si jamais on utilise régulièrement GitHub Copilot? Quel est votre avis là-dessus? Et avant toute chose, on souhaitait également montrer du coup qu'est-ce que réellement GitHub met en place derrière toute cette évolution de tools pour les développeurs à l'aide de machine learning. Donc ils ont créé le GitHub Copilot Labs. Ils vont essayer de mettre en place énormément d'outils à l'aide de machine learning pour les développeurs. Et ils viennent d'en sortir un il y a quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, où à l'aide d'une text area, on pousse notre code dessus. Et l'idée, c'est qu'il nous transforme un résumé en langage humain que quelqu'un peut comprendre sans avoir fait du code. Et il décrit exactement comment ton code fonctionne. Et ça peut être assez pratique si jamais on veut faire un retour à un client potentiel de comment cette partie du code fonctionne, parce qu'ils veulent vraiment savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Et ils ne veulent pas juste que ça fonctionne. Merci beaucoup, c'était Johan et Simon. Merci beaucoup. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Au contraire, n'hésitez pas. Oui. Ouais. Je répète la question pour l'audio. Donc, c'est comment on a mesuré le gain de temps par rapport à la perte. En fait, on a présenté les 2 aspects, effectivement. Moi, je vais répondre pour ma part, et puis je laisserai Simon aussi dire comment il a vécu dans ses pratiques. Pour ce qui me concerne, je l'ai senti plutôt au confort, en termes de confort, développement. Je sentais qu'il y avait des suggestions qui allaient vite, que je pouvais être à l'aise. On n'a pas de métrique très... Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis pas chronométré, par exemple, parce que, d'une part, on l'a utilisé vraiment sur un projet, et le fait de mettre en place un chrono avec des conditions un peu expérimentales poussées, c'était pas propice, le fait de travailler vraiment sur un projet. Et d'autre part, parce que probablement quand on fait des expériences un petit peu, là, vous l'avez vu, hein, c'était assez basique, donc quand on se concentre sur des exemples peut-être un peu trop encadrés, on est moins en real life, et du coup, c'est difficile à mesurer. C'est ma réponse, mais ça ne veut pas dire que les tests ne seraient pas possibles, et ce serait assez intéressant de le mesurer, de l'évaluer avec un chiffre vraiment fondé. Ouais. De mon côté, il n'y a pas plus compliqué que le projet sur lequel je travaille actuellement dans mon entreprise. Je pense qu'à 80% du code, il a été très probablement suggéré, pas à 100% parce qu'il faut le retravailler, mais l'idée c'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu sais qu'est-ce qui va marcher ou pas, parce que tu lis la prédiction et tu dis, bon, bah, si ça c'est une bibliothèque qui est très peu connue, qui a 3 stars sur GitHub ou sur quoi que ce soit que vous utilisez, tu te dis, bon, bah, cette fois-ci, je vais juste éviter d'utiliser Copilot pour pas essayer de m'embarquer dans un cercle vicieux de GitHub Copilot, tu as raison ou pas, non, je ne l'utilise pas, je sais le développer, j'utilise la doc. Par exemple, en l'occurrence, d'une autre part, les choses auxquelles c'est des bibliothèques qui sont très connues, du NumPy par exemple en Python, tu sais que ça va être très rapide, et en fait quand tu l'utilises, tu vois que parfois en fait tu fais vraiment beaucoup de tabs, et c'est assez impressionnant parce que les choses assez peu complexes sont faites d'une manière beaucoup plus rapide. Les choses complexes, je pense qu'il faut quand même toujours utiliser le cerveau humain, c'est pas un réseau derrière à la Terminator ou quoi que ce soit, quoi. S'il y a d'autres questions. Oui. Des soucis avec des fonctions dépréciées? Si, ouais. On a notamment des librairies un peu rares, des fonctions dépréciées. Effectivement, les suggestions peuvent arriver
très facilement. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas du tout de check d'ailleurs des versions dans les requirements par exemple, parce que c'est un script à part, enfin c'est un fichier à part et du coup, comme on est script centrique, Copilot ne va pas tenir compte du contexte général du projet. Donc effectivement, ça peut très bien se poser en effet. Ça ne s'est pas non plus posé plus que ça. On l'a rencontré un peu, mais ça n'a pas été un problème qui arrivait à chaque fois qu'il y avait une suggestion. Mais oui, c'est clairement un souci qu'on a eu. Dans leur papier scientifique, ils mettent en avant qu'ils n'ont pas pris du code très ancien des repos, ils ont essayé de filtrer par année. Et si on regarde bien, on a par semaine au minimum une mise à jour à faire sur Copilot. On ne sait pas réellement s'il n'y a pas trop de changelog, j'en vois pas trop. Mais l'idée, ce serait intéressant de voir en fait, est-ce qu'ils ont rajouté de la donnée? Et du coup, est-ce qu'ils ont rajouté de la donnée pour mettre à jour potentiellement des librairies sur lesquelles, des bibliothèques sur lesquelles ils utilisaient? Ça pourrait être intéressant de voir. Mais belle question. Des risques de sécurité. Ah, voilà. Ouais. Oui. Alors, du coup, c'est pour ça que pour nous, c'est l'un des cons, c'est que c'est presque parfois, on a envie de faire tab et de ne pas arrêter, de voir où ça nous emmène. Il y a un côté un peu ludique et jeu là-dessus. Nous, l'un des cons qu'on a vu, c'est vraiment ça. C'est au début, il y a un petit peu un enthousiasme qui se crée et on a tendance à accepter un peu trop vite. Ce que nous, on suggère aujourd'hui, en tout cas dans notre pratique, c'est de le prendre vraiment comme un pair programmeur, une suggestion, mais de replonger vraiment comme une review dans le code qui vient d'être suggéré pour pas créer du code, voilà. Enfin, créer du code sans le regarder ou sans vérifier ou sans faire un test ensuite derrière, etc. Oui, ça crée des risques en plus si on l'utilise comme ça et on suggère de ne pas le faire. Il y a un autre problème de sécurité que je vois, j'essaie d'anticiper un petit peu la question, mais c'est possiblement, et on l'a déjà vu dans des articles ou dans des tweets, le fait que ça puisse révéler des credentials. Et en fait, on s'est rendu compte, nous, on a été surpris à un moment donné, on a testé, on a mis notre adresse mail, login, adresse mail, password, puis on a attendu la suggestion. Ça nous a suggéré quelque chose. C'était pas le bon mot de passe, mais on peut se poser la question s'il y a des credentials. GitHub a écrit un article qui correspond à ce service-là pour expliquer comment avaient été entraînés les modèles. Et leur argument, je vous le présente tel que c'est dans le papier, c'est de dire c'est entraîné sur des repos publics. Donc s'il y a des credentials que le modèle a appris lors de l'entraînement, c'était déjà des données qui étaient publiques et disponibles en ligne. Voilà. C'est la réponse. Non. Non, c'est du code public, donc ça peut être... Alors, ils ont fait quand même un gros filtre au départ. Ils n'ont quand même pas pris tout et n'importe quoi. Alors, je ne sais plus les ordres de grandeur de ce qu'ils ont filtré, mais je ne sais plus si tu t'en rappelles. On est passé de 180 gigas de données de base à 149, ou 159, pardon, gigas de données pour l'entraînement. Il y a quand même énormément, et un fichier de script, un script Python, c'est rien, c'est moins d'un MO, quoi. Donc, et du coup, c'est un peu du code moyen, mais quand on a du code moyen avec un clic, et ben, le temps qu'on aurait passé à développer soi-même son code moyen, on peut le passer à améliorer un petit peu son code. Belle question. Ouais, donc je redis la question toujours pour la captation, mais donc la question c'est, là on a présenté essentiellement des exemples où il y avait un commentaire, et est-ce qu'il y a aussi des suggestions à l'intérieur d'une ligne? On a commencé à coder. Oui, et j'ai eu des effets un peu waouh à quelques moments. J'avais commencé à coder une ligne, voilà. J'avais déjà en tête ce que je voulais faire ensuite, je ne m'attendais pas spécialement à avoir une suggestion. Au moment où il y a eu la suggestion, j'ai par erreur appuyé sur Tab. Ça a généré exactement la ligne que je voulais créer. Et à ce moment-là, j'étais un petit peu surpris. Mais donc, effectivement, même en cours dans la fonction, par exemple, quand on développe une fonction, il y a des suggestions qui peuvent venir les unes à la suite des autres.
Mais c'est vrai que c'est moins propice à revenir remettre des lignes de code dans une base qui est déjà existante. C'est un peu moins propice. On s'est rendu compte que c'était moins confortable, moins pratique déjà pour l'utilisateur. Il y a quand même quelques suggestions, mais c'est un peu moins... Enfin, on suggère de ne pas l'utiliser beaucoup comme ça, parce que nous, ça nous a, en tout cas pour moi, ça a été un peu, voilà, un peu brouillon, c'était difficile de s'en ressortir. Comme je précisais, c'est assez linéaire. Et par exemple, tu ouvres un fichier qui a déjà 500 lignes de code. Si tu ne les as pas tapées avec lui avant, potentiellement, il ne va pas t'aider plus sur ces fameuses fonctions. Très probablement qu'il va les utiliser aussi, mais il ne faut pas y faire non plus 100% confiance. Par contre, quand on crée une fonction et qu'on a codé par exemple 10 lignes, la 11e, il y a 80% de chances. C'est assez subjectif le 80, mais il y a de très grandes chances qu'il te sorte la ligne que tu souhaitais. Et là, c'est surprenant. C'est la façon de développer, c'est ce qu'on disait. Est-ce que vous allez changer votre façon de développer en faisant comme ça? Soit tu vas faire plus de commentaires, soit tu vas attendre qu'à un moment il sorte de nulle part. Je vous propose d'arrêter là, on a déjà un peu dépassé, on va vous laisser aller dîner. Merci beaucoup, et puis on est disponible si vous voulez en parler.